Donc on va passer au 4e dossier. Vous recevez en consultation Mamadou, un jeune malien de 11 ans, qui est conduit jusqu'à vous par sa maman. Il se plaint d'une douleur intense depuis 8 jours, bien localisée au-dessus du genou droit, qui l'empêche de dormir. Il est très fatigué et il est incapable de marcher. Et ses antécédents sont marqués par une splénectomie l'année dernière, que sa mère vous explique mal, elle vous dit que c'est pour un problème du sang, mais elle n'en sait pas beaucoup plus. Première question, quel diagnostic suspectez-vous et sur quels arguments? Citez les diagnostics différentiels envisageables. Deuxième question, détaillez votre examen clinique. Troisième question, quels examens biologiques prescrivez-vous et quand l'attendez-vous? Quatrième question, quels examens d'imagerie prescrivez-vous en première intention et quand l'attendez-vous? Cinquième question, quels sont les facteurs connus comme étant de bons pronostics dans cette affection? Et quels seront vos critères de guérison? Sixième question, aucune amélioration n'est notée après 10 jours de traitement adapté. Quel diagnostic précis évoquez-vous alors et sur quels arguments? Septième question, détaillez alors votre prise en charge diagnostique. On va donc passer aux corrections. Donc la première question, quel diagnostic suspectez-vous sur quels arguments? Citez les diagnostics différentiels envisageables. On suspecte dans ce contexte-là une ostéomyélite aiguë en première intention. Pourquoi? Parce que c'est un patient de sexe masculin, qu'il a un âge d'environ 11 ans. Il y a un pic de fréquence des ostéomyélites aiguës vers 8 ans, mais on est globalement dans la tranche d'âge qui pourrait correspondre. Il a une probable drépanocytose, un problème du sang qui conduit à une splénectomie chez un malien. A priori, on a un certain nombre d'arguments pour penser à une drépanocytose. Il est immunodéprimé parce qu'il est splénectomisé, et qu'on ne connaît pas son statut vaccinal anti-pneumocoque, on ne sait pas s'il a pris son antiprophylaxie. Donc a priori, on a toute chance de croire qu'il est immunodéprimé. Il a une douleur qui est intense et qui est bien localisée et qui est d'horaire inflammatoire. Une douleur inflammatoire, ça vous oriente vers un problème infectieux ou tumoral. Une douleur mécanique, ça vous oriente vers un problème rhumatologique, type arthrosique. Donc c'est complètement différent. Il y a une impotence fonctionnelle totale. Encore une fois, j'insiste sur l'impotence fonctionnelle. L'impotence fonctionnelle, vous pouvez quasiment le placer comme réponse dans toutes vos questions d'orthotraumatologie, parce que c'est vraiment ce qui apparaît en premier quand vous voyez le malade, et c'est ce dont il se plaint le plus en général. Et là, il y a un retentissement sur l'état général. Alors ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui évoque un tableau infectieux. Les diagnostics différentiels qu'on devait évoquer, c'est quelque chose d'absolument sous-cortical dans ce contexte-là. Les diagnostics différentiels, c'est évidemment une tumeur. Une tumeur bénigne ou maligne, mais une tumeur. C'est le premier diagnostic différentiel à évoquer, en termes de gravité, évidemment. Ensuite, une localisation osseuse d'une tuberculose. Pourquoi pas penser à une tuberculose chez ce patient? Évidemment, on doit y penser. Une crise drépanocytaire, on sait qu'il est probablement drépanocytaire, il est splénectomisé, c'est une localisation au niveau du genou, donc a priori c'est une localisation assez fréquente des crises drépanocytaires. On doit aussi penser à une lésion traumatique, notamment la périostite, qui est une lésion plus connue des pédiatres que des traumatologistes adultes, et puis une fracture qui serait passée inaperçue, ou une fracture, en tout cas il faut y penser. Et enfin, une rareté inflammatoire, aseptique, une hyperostose inflammatoire, ou des choses de ce type-là. Deuxième question, détaillez votre examen clinique. Comme toujours, l'examen clinique commence par l'interrogatoire. L'interrogatoire, indispensable à ne pas oublier, riche en points et en informations. On va demander s'il y a une notion de traumatisme. Est-ce que l'enfant s'est cogné? Est-ce qu'il a eu un traumatisme du genou? Est-ce qu'il est tombé? C'est indispensable. Notion de traumatisme, vraiment, devant tout problème ostéo-articulaire. Préciser le mode d'apparition des symptômes, brutal, progressif, subitement pendant la nuit, après un épisode infectieux quelconque. Vraiment préciser le mode d'apparition des symptômes, c'est important, ça vous guide vers une étiologie. Évidemment, il est splénectomisé. Est-ce qu'il a ces vaccinations antipneumococciques qui ont été faites? Est-ce qu'il prend l'antiprophylaxie ou est-ce qu'il a pris l'antiprophylaxie antipneumococcique? C'est indispensable. Les statuts vaccinaux, parce que c'est un enfant et qu'il a le droit de ne pas être à jour de ses vaccins. Plus exactement, vous avez le devoir de le mettre à jour de ses vaccins. Donc, je parle bien sûr des vaccins de routine, diphtérie, tétanos, polio, etc. On consulte le carnet de santé. C'est indispensable de parler du carnet de santé. Ça rapporte toujours un petit point. Donc vraiment, ces deux questions-là, qui sont des questions de pédiatrie générale, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas partir ciblé sur le genou. Particulièrement dans le cadre des ENC, vous avez un malade à prendre en charge, vous avez un patient global, et là c'est un jeune enfant, enfin c'est un enfant en tout cas, est-ce qu'il est vacciné? C'est la moindre des choses à demander, surtout dans ce contexte-là. Ensuite on passe à l'examen. Alors l'examen physique, là on va évidemment évaluer le retentissement de l'affection.
enfin le retentissement du problème sur l'enfant. On vous dit qu'il a de la fièvre, qu'il est très fatigué, vous ne pouvez pas vous passer des constantes vitales. Il faut absolument savoir s'il est tachycarde, s'il a une bonne tension, prendre une température précisément, c'est indispensable. On cherche des signes de sepsis sévère, on peut faire un sepsis sévère sur une ostéomyélite. Il faut donc chercher des marbrures. Alors c'est difficile parce que c'est probablement un enfant noir, mais il y a des signes quand même qu'on doit chercher, une froideur, une pâleur des extrémités, etc. Il y a un certain nombre de signes qu'il faut absolument rechercher de sepsis dans ce contexte de suspicion infectieuse. Évidemment, il y a souvent une attitude antalgique du membre inférieur, avec un aspect inflammatoire de la métaphyse fémorale inférieure, parce que c'est là qu'il a mal. On va rechercher une douleur à la palpation métaphysaire. C'est très important de palper les enfants. Vraiment, il faut palper les métaphyses des enfants, il faut palper les métaphyses des enfants qui vont mal, et il faut palper les métaphyses des enfants qui ont de la fièvre. C'est indispensable. En revanche, vous allez, dans le cadre des ostéomyélites aiguës, avoir à la fois un genou mobile et indolore, et à la fois une absence d'épanchement intra-articulaire. Une ostéomyélite, ça n'est pas une ostéoarthrite. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de raison de penser que l'articulation soit atteinte si c'est une simple ostéomyélite. Et évidemment, on va rechercher une porte d'entrée septique. S'il y a un germe dans l'os, il vient de quelque part. C'est indispensable. C'est valable pour ça, c'est valable pour tout le reste. Une endocardite, une porte d'entrée septique. Une érysipèle, une porte d'entrée septique. Tout problème infectieux, on cherche une... C'est vraiment un réflexe sous-cortical. Ça rapporte des points. Quels examens biologiques prescrivez-vous et qu'en attendez-vous? Eh bien, alors là vraiment, on est dans un contexte de dossier qui part sur quelque chose d'infectieux. Il faut commencer par la bactériologie. Alors, évidemment, on a envie de commencer, comme d'habitude, par NFS, VSCRP, etc. Non. Là, vraiment, vous avez la possibilité d'organiser votre réponse de manière à attirer l'œil du correcteur sur ce qui est important. Et qu'est-ce qui est important dans un dossier infectieux? La bactériologie. La bactériologie avec des spécificités, en tout cas avec des particularités, c'est avant toute antibiothérapie, et c'est avec un antibiogramme, avec des demandes d'antibiogramme. On fait les hémocultures, vraiment les hémocultures, je suis désolé, mais c'est un PAMI 0 évident. Si vous ne les faites pas, vous passez à côté de plein de choses. Et donc, indispensable chez un enfant qui a une altération de l'état général, en tout cas de la fièvre, des frissons, enfin de la fièvre et ou des frissons, dans une suspicion d'infection, les hémocultures, ça ne s'oublie pas. Répéter, on en fait plusieurs, anaérobie et sur milieu de l'ovachine pour chercher un BK, puisqu'on a vu que le mal de pote, ça pouvait être une des hypothèses diagnostiques. On prélève toute porte d'entrée septique éventuelle. C'est important de prélever la porte d'entrée septique, encore une fois, pour l'ostéomyélite et pour toute autre infection qui, a priori, s'explique par une porte d'entrée quelconque. Ensuite, on peut parler de la biologie standard. Mais disons que comme ça, au moins, on est hiérarchisé. On commence par ce qu'il ne faut pas oublier, on commence par ce qu'on va faire en premier, on commence par ce qui est le plus important, c'est-à-dire la bactério. Après, on peut parler de la biologie standard, mais évidemment, vous aurez moins de points pour un FS VSCRP que pour les hémocultures. La procalcitonie, c'est quelque chose qu'on fait pas mal en pédiatrie. Ça oriente vers quelque chose qui est plutôt bactérien quand c'est élevé. Donc, c'est assez utile. On va rechercher donc un syndrome inflammatoire biologique. Ionogramme, urécréatine, TP de sa plaquette. Donc ça, c'est dans le cadre du bilan préthérapeutique. Ces lésions-là, souvent, on doit soit les opérer, soit les biopsier. Donc c'est important de penser précocement à faire un bilan préthérapeutique biologique. Ensuite, le bilan nutritionnel. Alors, le bilan nutritionnel, là, vraiment, c'est quelque chose que vous n'avez pas le droit d'oublier. Pour plusieurs raisons. Vous n'avez pas le droit d'oublier parce que vous ne pouvez pas prendre en charge un enfant juste sur son problème infectieux. Et ensuite, vous devez absolument penser à l'intérêt pronostique. Une dénutrition, c'est un facteur de gravité d'une infection. C'est un enfant dont on ne connaît pas l'état nutritionnel, il faut l'évaluer. On fait une albuminémie et surtout une préalbuminémie. C'est le meilleur examen biologique d'intérêt pour évaluer le bilan nutritionnel. Quels examens d'imagerie prescrivez-vous en première intention et qu'en attendez-vous? Eh bien, évidemment, on commence par des radiographies standards. Genou et fémur. C'est métaphysaire, donc pour peu que le radiologue soit mal inspiré, il vous fera que le genou. Vous serez embêté, donc demandez genou et fémur, face plus profil. Et alors, attention, bilatéral et comparatif, d'autant plus en pédiatrie, c'est indispensable de voir de manière bilatérale et comparative les deux localisations, en tout cas la localisation et sa symétrie contralatérale. C'est vraiment à ne pas oublier. Elles peuvent être normales parce qu'on est très précocement, en tout cas on est quelques jours après l'apparition des symptômes et il y a une latence radioclinique qui est connue. La latence radioclinique, c'est un mot-clé qui rapporte des points assez souvent. Ou elle peut montrer quelques anomalies.
des anomalies en faveur d'une ostéomyélite aiguë. À court terme, ça va être un épaississement des parties molles, des déminéralisations osseuses donc de type de géode, et des lacunes métaphysaires par ostéolyse, ainsi que des appositions périostées. Ces signes radiologiques sont possibles, mais non systématiques, évidemment. Ensuite, on fait une radiographie de thorax de face. Pourquoi on fait une radiographie de thorax de face? Parce qu'on cherche un foyer infectieux secondaire, ce qu'on appelle de manière très impropre une métastase septique. C'est en fait, il n'y a pas de raison d'imaginer qu'une infection qui va se localiser sur une métaphyse osseuse ne puisse pas aller se localiser également dans le poumon. Donc on va regarder s'il n'y a pas un foyer. On va aussi chercher des lésions évocatrices de tuberculose. Il ne faut pas oublier que c'est une des hypothèses diagnostiques possibles, en tout cas dans le cadre des diagnostics différentiels chez ce patient. Donc on va regarder, ce serait dommage de passer à côté, on va rechercher des lésions évocatrices. Et puis enfin, ça fait partie du bilan préthérapeutique, puisqu'on a vu qu'il faudrait possiblement endormir ce patient, soit pour lui faire des biopsies, soit pour lui faire un traitement chirurgical. Donc c'est important de le dire. Ensuite, indispensable, et en première intention, c'est pas un examen de deuxième intention, on fait une IRM avec injection. Pourquoi? Eh bien, c'est un examen qui a une très bonne spécificité et également une bonne sensibilité dans le diagnostic positif d'ostéomyélite. Il permet presque de l'affirmer, en tout cas il permet d'avoir une très très forte suspicion. C'est un examen très important. Il permet en outre d'étudier les parties molles de voisinage et un éventuel envahissement des parties molles de voisinage dans le cadre d'une tumeur notamment, qui est le diagnostic différentiel de cette infection. Et il permet d'éliminer des diagnostics différentiels, évidemment, comme on l'a dit, les tumeurs et des choses comme ça. Donc l'IRM, vraiment très important, injecté et en première intention. C'est un examen qu'on fait très facilement dans ce genre de tableau clinique. Quels sont les facteurs connus comme étant de bon pronostic de cette infection et quels sont vos critères de guérison? Ce sont deux questions de cours. Mais alors là, j'attire votre attention sur le fait que ces deux questions de cours, même quand on ne les connaît pas, on peut gratter des points. C'est très facile de gratter des points à l'internat. Enfin, en tout cas, il y a toujours moyen de gratter des points à l'internat. Et là, on va voir comment. Les facteurs de bon pronostic. Vous vous doutez bien que si c'est une infection et qu'on met en route un traitement précoce, ça va mieux se passer que si on attend 2 semaines. Un germe sensible et une antibiothérapie adaptée, c'est d'une simplicité biblique, et pourtant c'est indispensable d'en parler, évidemment. Si vous mettez une antibiothérapie inadaptée sur un germe pas sensible, ça va pas marcher. La normalité du bilan systématique à J10, on va y revenir, mais dans ce contexte-là, d'abord pour éliminer avec certitude un diagnostic différentiel et ensuite pour s'assurer que notre traitement marche bien, on fait un bilan systématique à J10. S'il est normal, c'est un facteur de bon pronostic. Et ensuite, la rigueur de la surveillance clinique et paraclinique. Il n'y a rien, finalement, qui soit un prérequis de connaissance pure dans ces éléments de réponse. Vous pouvez tous les trouver juste en réfléchissant, comme très souvent à l'internat. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de connaissances pour gagner des points, vous avez besoin de beaucoup de logique. Et vraiment, ces questions-là, c'est des questions sur lesquelles on peut gagner énormément de points juste en étant logique. Il en va de même pour les critères de guérison. Vous vous doutez bien, la pyrexie prolongée, la régression des signes cliniques locaux régionaux, tout ça, c'est des choses qui sont évidentes, qui vont de soi. La normalisation de bilan biologique également. Et puis sur l'aspect radiologique, il y a la stabilisation des lésions, la régression des images lithiques, donc finalement une normalisation de l'aspect osseux, et une ostéoformation, là où il y avait de la lyse osseuse, de la reformation d'os. Ça, c'est des critères qui vont vous conduire à porter, en tout cas à présumer d'une guérison avec une bonne probabilité dans ce genre de pathologie. Malheureusement, dans ce cas-là, on n'a aucune amélioration qui est notée au 10e jour, malgré un traitement adapté et donc une instauration assez précoce. Quel diagnostic précis évoquez-vous et sur quels arguments? Comme on l'a vu, alors ça c'est vraiment systématique à l'internat, infection et tumeur, en tout cas dans le cadre des infections osseuses de l'enfant et tumeurs de l'enfant, c'est deux diagnostics qui sont intrinsèquement mêlés. Ostéomyélite et tumeur, c'est vraiment intrinsèquement mêlé. Et là, spécifiquement ostéosarcome. Pourquoi ostéosarcome? Pourquoi on n'a pas juste écrire tumeur osseuse? Pour plusieurs raisons. D'abord en raison de la localisation métaphysaire inférieure. C'est une localisation préférentielle d'ostéosarcome. C'est un site préférentiel d'ostéosarcome. Ensuite parce que l'ostéosarcome lui-même est le diagnostic différentiel principal de l'ostéomyélite localisé à la métaphyse inférieure du fémur. Ensuite, c'est un argument de gravité et c'est un argument de fréquence. L'ostéosarcome, chez un enfant de cet âge-là, c'est la première tumeur osseuse maligne en termes de fréquence. Donc, vous devez aller au-delà du simple diagnostic de tumeur osseuse, vous devez connaître, il n'y a pas beaucoup de tumeurs osseuses à connaître pour l'internat, ostéosarcome et sarcome des mouilles en fonction de l'âge. Là, vraiment, vous pouvez, sans trop de difficulté, arriver au diagnostic d'ostéosarcome, qui est quand même plus précis que tumeur osseuse. On détaille la prise en charge diagnostique. Le traitement de l'ostéosarcome, c'est pas à connaître pour l'internat. Donc, ça sert à rien de vous casser la tête à apprendre des tas de chimio compliqués. En revanche, la prise en charge diagnostique, oui, c'est à connaître.
Et donc là, on est dans le cadre d'un bilan secondaire. On n'est plus dans un bilan de première intention. C'est un bilan secondaire, évolution non favorable, après prise en charge initiale d'une suspicion d'ostéomyélite. Donc la biologie. Il y a des arguments biologiques d'ostéosarcome, des arguments qui sont faibles, pas spécifiques, pas systématiques, mais il faut les chercher. Ça rapporte des points. C'est l'augmentation des phosphatases alcalines. Ensuite, il y a les arguments radiographiques. La radiographie standard. Elles peuvent être normales ou subnormales. Bon, évidemment, si elles étaient déjà normales au début, a priori, il n'y a pas de raison qu'elles deviennent normales en si peu de temps. Mais elles peuvent être, en tout cas, beaucoup moins inquiétantes qu'il n'y paraît. Elles peuvent être, en tout cas, beaucoup moins inquiétantes que la gravité du diagnostic qu'on recherche. Elles peuvent aussi montrer des images tumorales. Vous devez apprendre par cœur, sans réfléchir, un certain nombre de critères radiologiques de malignité des tumeurs. Vraiment, ne vous cassez pas la tête à essayer de les retrouver sur les radios. Je veux dire, si vous avez un dossier où on vous montre une radio dans un contexte typique de tumeur, ça sert à rien d'aller regarder s'il y a effectivement un triangle de Codman ou pas. Ça sert à rien de regarder s'il y a effectivement un FEDER ou pas. Vous mettez tout. Mais vraiment, vous mettez tout, parce qu'il n'y aura pas de point en moins si vous dites triangle de Codman alors qu'il n'y en a pas sur la radio. Je veux dire, ça n'intéresse pas le correcteur. Il faut mettre le plus de mots possible quand on n'a pas de risque de perdre des points. Et là, c'est vraiment un très bon exemple. J'ai pas mis de radio, mais si vous aviez une radio à interpréter, on vous demande pas de dire ah oui effectivement il y a un peu de feu d'herbe là, il y a machin. Non, vous balancez tous les mots clés de l'aspect radiologique des tumeurs malignes. En l'occurrence, c'est l'ostéolyse mal limitée avec une ostéocondensation anarchique associée, le triangle de Codman. Le triangle de Codman, donc c'est ça. Donc voilà, par exemple ici on a une diaphyse d'un os n'importe lequel, ok. Et vous avez ici ce qu'on va suspecter comme étant une tumeur. Voilà. Vous allez avoir des appositions osseuses comme ceci, avec un aspect triangulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle le triangle de Codman. Ensuite, vous aurez des images comme ceci. Hop. C'est ça, les images en feu d'herbe. Voilà. L'infiltration des partimoles, ça va être ça. Ça va être une tumeur qui va venir infiltrer les partimoles, et pas seulement les refouler, mais véritablement les infiltrer. Si ça, ce sont les partimoles avoisinantes. Voilà, ça infiltre les partimoles avoisinantes. Et ensuite, vous devez toujours chercher une fracture pathologique. Voilà. C'est vraiment les choses à toujours préciser devant une radio quand vous recherchez des signes de lésions malignes, parce que la métastase, c'est une localisation préférentielle de fracture. La métastase, c'est beaucoup moins solide que l'os, vous vous en doutez bien, et en tout cas l'os métastatique est très peu solide, et donc c'est un site préférentiel de fracture. C'est donc des mots-clés que vous devez absolument penser à marquer dans tous les cas quand vous demande des signes radiologiques de malignité. Et on fait encore une fois une radiographie de thorax, cette fois plus seulement pour rechercher des localisations septiques secondaires, mais pour rechercher des métastases pulmonaires. L'ostéosarcome, métastase au poumon. Vraiment, il faut le savoir et il faut le chercher. Donc ensuite, l'IRM avec injection, il faut la refaire. Il faut la refaire pour deux raisons. D'abord parce qu'on n'est plus certain du diagnostic, et ensuite parce que dans le bilan systématique à G10 dans les ostéomyélites, en tout cas dans les suspicions d'ostéomyélite, le bilan systématique au 10e jour implique obligatoirement une IRM. Il comporte une IRM pour s'assurer de l'évolution favorable et pour éliminer avec certitude les diagnostics différentiels. Donc là, on l'a refait donc, pour ces deux raisons-là. D'abord parce qu'on n'est plus certain du diagnostic, et ensuite parce qu'on est au 10e jour. Il permet d'éliminer la plupart des diagnostics différentiels. Il permet assez précisément d'orienter vers le type de tumeur. Elles n'ont pas toutes des aspects IRM similaires, et donc là, on va chercher spécifiquement un aspect d'ostéosarcome. Elle précise en outre son extension loco-régionale assez finement. Et ensuite, alors vraiment, le PAMI 0 à la question, c'est vraiment ça. La ponction biopsie osseuse, c'est quelque chose que vous devez faire sans réfléchir et sans attendre trop longtemps si vous avez un doute diagnostique ou une suspicion de lésion tumorale. Vraiment, c'est un examen qui se fait facilement, qui se fait bien et qui doit se faire très vite, parce que il faut, quand on a une suspicion de tumeur, soit l'infirmer, soit l'affirmer rapidement. Si c'est infirmé, c'est pour rassurer les parents et tout le monde. Si c'est confirmé, c'est pour entreprendre le traitement efficace le plus vite possible. Donc vraiment, c'est pas quelque chose qu'on fait de manière exceptionnelle. Ça se fait très facilement, c'est bien toléré et ça doit être fait. Il faut avoir la ponction facile, la biopsie facile. Ça peut se faire de manière, donc soit en consultation au TrueCut, donc là c'est véritablement une ponction biopsie, c'est-à-dire qu'on extrait une petite carotte sous anesthésie locale. Mais pour ça, il faut un plateau technique adapté. Toutes les consultations ne peuvent pas le faire. Soit au bloc opératoire sous anesthésie générale, et là c'est plus une ponction biopsie, c'est une véritable biopsie osseuse, et des partimoles. On fait deux types d'examens. Un examen bactériologique évidemment, puisqu'on a suspecté une ostéomyélite au début. Évidemment, si on a prédisant antibiothérapie, vous devez vous attendre à une fausse négativité des prélèvements. Et un examen anatomopathologique
c'est vraiment un mot indispensable à écrire. Cet examen anatomopathologique est nécessaire et suffisant pour affirmer le diagnostic s'il confirme la tumeur. Vraiment, comme toujours en cancéro, c'est l'anatomopathologie qui affirme le diagnostic. La scintigraphie dans ce contexte-là, elle est vraiment peu utile, voire même inutile, parce que c'est très peu spécifique. L'ostéomyélite comme le cancer vont fixer les deux, et on ne saura pas trop quoi faire de ce diagnostic, ça ne sert pas à grand-chose. Donc vous pouvez vous en passer. Donc ce qu'il faut retenir dans ce dossier-là, toute fièvre de l'enfant doit faire palper les métaphyses. Vraiment, chez l'adulte, on ne pense pas souvent à l'ostéomyélite parce que c'est une maladie pédiatrique. Chez l'enfant, au même titre qu'on pense à une pneumopathie ou une infection urinaire ou ce que vous voulez, chez l'enfant, fièvre, on palpe les métaphyses. C'est clinique, ça prend 2 secondes, ça nécessite rien de plus qu'un examen clinique basique, et ça vous permettra d'éviter de passer à côté de choses graves. Donc vraiment, palpez les métaphyses de vos enfants, enfin des enfants que vous rencontrerez, quand ils ont de la fièvre. Une ostéomyélite n'est pas une arthrite septique. Alors, une ostéomyélite n'est pas une arthrite septique. L'arthrite septique, il y a du pus dans le genou. L'ostéomyélite, il y a du pus dans l'os et dans la moelle. Il n'y a pas de raison, sauf chez le nouveau-né jusqu'à 1 an, il n'y a pas de raison de penser que l'infection peut passer à travers le cartilage dans l'articulation. Si c'est l'os qui est infecté, a priori, il n'y a pas de raison qu'il y ait une arthrite associée. Sinon, c'est une ostéo-arthrite septique. C'est plus pareil. C'est plus le même terrain et c'est plus le même traitement. Donc vraiment, pensez à la normalité du genou, tant au niveau des mobilités qu'au niveau de l'examen et de l'indolence. Dans les ostéomyélites, c'est un argument important. On recherche toujours une porte d'entrée septique quand on est face à une infection non primitive. Par exemple, une endocardite, par exemple, une infection osseuse. Toujours chercher une porte d'entrée septique. Toujours. Alors juste pour vous rappeler, parce que vraiment les tumeurs de l'enfant, enfin les tumeurs en général de l'os, c'est incompréhensible, on n'y comprend rien, on n'a jamais vu, enfin c'est quelque chose de très compliqué. Retenez des choses simples. Retenez des choses simples. Retenez en termes de fréquence, puisque c'est a priori, vous avez toutes les chances de penser que si jamais à l'internat vous avez une tumeur osseuse, ce sera la plus fréquente. Au-delà de 10 ans, c'est l'ostéosarcome. Avant 10 ans, c'est le sarcome des Hou. Il y a des variations, il y a des possibilités que ce soit autre chose, mais vraiment, c'est comme ça la plupart du temps, en tout cas c'est le plus fréquent. Donc je pense que c'est des éléments simples que vous devez avoir en tête, à ne pas oublier. Avant 10 ans, on pense à un sarcome d'Ewing pour les tumeurs osseuses. Après 10 ans, on pense à un ostéosarcome pour les tumeurs osseuses. C'est important. Retenez enfin que la scintigraphie, c'est un examen qui est très sensible et très peu spécifique. C'est un peu le pendant de l'imagerie des dédimères. Donc on le fait si on a vraiment une bonne raison de le faire. Voilà les références, les items cités en référence pour le programme des ENC. Merci d'avoir suivi cette conférence. J'espère que nous avons répondu à l'essentiel de vos questions en orthopédie traumatologie pour les ENC. Je présente tous mes vœux de réussite pour le concours et bonne chance.